Entendez-vous battre le cœur des citadelles interdites, aux murs gorgés de sang? La charge des cavaliers Ymir du Grand Nord, aux premières lueurs du jour. Les murmures des comploteurs, qui sévissent sous les pavés de la cité des voleurs. La complainte des vents, qui s'engouffrent au travers des colossaux visages de pierre du Dominion. Ou bien encore la prière des prêtres du désert, rassemblés au cœur de leur noire pyramide. Le monde est au bord du précipice. Royaumes, duchés, baronnies et empires se disputent la moindre parcelle de terre susceptible de les enrichir ou de renforcer leur pouvoir. Dans l'ombre, les puissances des ruines influencent, de l'esclave à l'homme de haute lignée, du faible au fort, du poète au guerrier, de la veuve au nouveau-né. Il n'y a pas d'autre vérité que celle du fer, du sang, de l'ordre et du chaos. Nous allons vous narrer une de ces histoires. J'en connais le début, mais c'est ensemble que nous allons la raconter. Et croyez-moi, elle est digne d'être consignée dans les livres de la Cité des Archives. Elle commence au pied des fjords de Erendil, sur la grève, au bord d'une forêt de pins, non loin du village de Morden. Aux premières lueurs du jour, un groupe de villageois revient de sa partie de pêche. Surgissant de la brume, des maraudeurs progressent à vive allure. Leurs étraves fend les vagues, projetant de grandes gerbes d'écume. Un des villageois lève la main, peut-être pour les saluer. Une flèche se fiche dans sa gorge. Un des chasseurs saisit sa fille par le bras. Il court en direction du village, tandis que derrière eux, les premières coques glissent sur les galets. Les maraudeurs sautent par-dessus bord. La charge progresse, implacable, ôtant toute vie sur son passage. Allez, ramenez-vous les toxicoduginaires. Ici, à la table d'éco-cryptique, on va foutre des étoiles plein les yeux, le reste dans les cheveux. Fini le roleplay d'Inette et les Polinènes. On envoie de la critique qui tâche un grand coup de pelle et sans moustache. De l'interview vérité qui s'engraille, on Paul Savon, du neurone qui mijote, de la punchline qui gigote, du scénario qui dépate. Bienvenue à la table d'éco-cryptique. Un corps sonne l'alerte. Ce qui s'ensuit n'est que chaos, clameur du fer, cris de guerre pour les uns, de terreur pour les autres. Les survivants sont rassemblés aux abords du lac primordial. L'endroit où les morts s'en retournent à la mer nourricière en échange de la promesse de terres fertiles, de forêts généreuses en gibier et de mers poissonneuses. En son centre, émerge un îlot surmonté d'un monolithe de pierre, sculpté à la gloire de Sina, mère nourricière. Au pied de ce dernier, s'amoncellent offrandes et richesses sur un large plateau d'or. Le capitaine Goro, Dro, elfe noir, se tient là, armure de cuir clouté, brûlée sur la moitié du visage, 3 bandes noires tatoué sur la lèvre inférieure, de la lèvre inférieure au menton. Un œil d'un blanc laiteux. Des pillards l'accompagnent. Voilà donc votre trésor. Votre empire en déclin est venu jusque sur nos terres, s'accaparer nos richesses, chassant mes frères et sœurs. Et vous pensiez que nous resterions sans rien faire. Vous avez de la chance. Je n'ai pas la cruauté des vôtres. Il fait les 100 pas sur la berge du lac primordial, regardant un à un les villageois coincés en étau par les pillards qui les tiennent en respect. Vous travaillerez pour moi. L'un de vous va commencer par me ramener ces trésors. Il pointe du doigt, au milieu de l'îlot, le bouclier chargé d'or et d'argent et de pierres précieuses. Il regarde de droite et de gauche, balayant tous les villageois un à un, et son regard se pose sur une jeune fille. Toi, va me chercher ce qui me revient. La jeune fille est paniquée.
Elle marque un pas de recul, se plongeant dans les robes d'une dame. Celle-ci implore le capitaine Goro. Elle ne sait pas nager. Qu'importe. La petite fille progresse sur la berge, inquiète. Les villageois sont tétanisés. Les parents ne sont pas là pour réagir, car lors de l'assaut, ils ont été éliminés. 3 personnages se tiennent là. Ils ne font pas réellement partie du village. Ils étaient là pour des raisons diverses et variées. Ils ne font pas partie de cette peuplade. L'un d'eux s'appelle Zabok, c'est un gnome. L'autre s'appelle Baudouin, de passage ici, un écuyer qui a perdu son maître. Et un homme discret dans le fond, Sylvariel, lui aussi menacé par ses assaillants. Un elfe mystérieux, aux oreilles effilées, dont l'une d'elles est tranchée à son sommet. Ils observent la scène, et l'un d'eux s'interpose. Et c'est de là, mon jeune Pipin, qu'est née la légende de la reine immortelle. De ce simple instant, l'un d'eux a réagi, tous 3 promis à un grand destin, mais c'est l'un d'eux qui, le premier, a ouvert la voie de cette grande histoire qui fonde notre empire et qui dit aujourd'hui et qui raconte par-delà les murs de nos cités et par-delà nos frontières que notre reine est immortelle. C'est à cet instant-là que s'est forgé ce destin. Qui a réagi, mon cher ami? Qui, le premier, s'est interposé? Le jeune écuyer, évidemment, qui rongeait son frein, peut-être qu'il y était invité par un regard appuyé de Sylvariel. Mais il ne tient plus. Il va d'un pas décidé jusqu'à la petite fille. Eh bien, Baudouin s'approche de cette petite fille. Peux-tu nous le décrire? Baudouin, il a un vieux tabard déchiré, un tabard d'un jaune passé, sur lequel il n'y a aucun blason, pas d'armoirie visible. Il a une vieille cotte de maille, pareil, un peu déchirée par endroits, notamment sous les aisselles. Il a une espèce de pantalon de toile marron qui est enfoncé dans des bottes crottées. D'accord. Il a une parfaite coupe au bol châtain clair, un nez qui a déjà, comme ses 2 joues, subi les affres de combat, puisqu'il a vraiment une cicatrice sur la joue, une cicatrice sur le nez, une cicatrice sur l'autre joue. Et vraiment, ça lui fait... On voit qu'elles sont pas aussi vieilles, pas aussi marquées. Ça lui fait vraiment tac, tac, tac. Et il a le regard déterminé, des yeux assez noirs. D'ailleurs, il a les yeux d'un brun tirant sur le noir. Aucune pilosité, si ce n'est... Parce qu'il doit être très jeune, hein, il doit avoir peut-être 17-18 ans. Et donc, il y a quelques poils qui poussent un peu de façon éparse sur son visage, mais c'est la barbe d'un jeune homme qui n'a pas vraiment de poils encore et qui ne s'est pas rasé depuis bien longtemps. Et donc, il s'avance avec tout l'idéalisme que son défunt maître lui a transmis. Et il va attraper la petite fille. Goro hausse un sourcil dubitatif. Au moment où tu saisis la jeune fille par le bras, les hommes de Goro marquent un mouvement de réaction, comme s'ils s'apprêtaient tous à vider leurs arbalètes et leurs arcs sur toi. Goro lève la main. Tous les hommes cessent alors leur mouvement. Il soulève un sourcil dubitatif dans ta direction et te jette un regard assez glacial. Vous pouvez avoir ce que vous souhaitez, ô capitaine Goro. Je pourrais m'en acquitter aussi bien que cette jeune fille, sans doute mieux. Dites simplement ce que vous attendez de moi. Ton tabard, jeune homme, montre que tu ne fais pas partie de ce village.
Pourquoi sacrifierais-tu ta vie pour sauver ces pauvres airs de fautes que leur peuple a commis? Je tire mon épée et quand elle est relâchée de son fourreau, elle chante. Vraiment, il y a un ching qui résonne un peu longuement. L'épée est vilaine, mais la lame de très bonne qualité. Et je regarde, pas Goro, mais les hommes avec un air de défi. Parce qu'alors je trouverai la gloire en mourant, et c'est pour cela que je suis né. Capitaine Goro se met alors à sourire. Il recule de quelques pas. L'honneur des chevaliers. Tu n'es qu'un écuyer. Aucun peuple, tu ne représentes rien. Ton tabard montre que tu te bats pour rien d'autre que le défunt maître qui t'a abandonné. Où est donc celui qui devrait prendre ta place? Ce n'est pas à l'écuyer que je dois parler, mais au maître de ce dernier. Il a trouvé la mort en affrontant des brigands. Parce qu'il pullule dans cette région. Tu me traites de brigand? Il fait volte-face et s'avance vers toi d'un pas décidé. Il n'est plus qu'à quelques mètres. J'ai la pointe de mon épée qui est vers le bas, mais qui est clairement en garde basse. Je suis prêt à réagir. Les genoux qui tremblent un peu, la main, et je dis juste à la petite fille, ne t'inquiète pas, ça va aller. Et je la mets derrière moi. La petite fille est blottie derrière toi. Tu sens ses mains se crisper sur ta cuisse. Tu entends ses petits hoquetements de terreur. Le capitaine Goro te domine de sa hauteur, de ses larges épaules. Il a le visage buriné. Son visage porte les marques de nombreux voyages et de nombreux combats. Je ne fais que reprendre ce qui nous revient de droit. Cette terre était la nôtre avant qu'il ne s'en empare et ne chasse les miens. Mais puisque tu veux te sacrifier pour un peuple qui n'est pas le tien, eh bien va me chercher ce qui me revient de droit. Il montre le monolithe de pierre situé au centre de ce lac primordial sur lequel tu revois ce grand plateau doré amoncelé des richesses. Pierres précieuses, argent, bijoux, objets de toutes sortes qui ont été donnés là en l'honneur de la mère nourricière. Vous avez dit, capitaine, que vous n'étiez pas habité par la même cruauté que ceux qui vous avaient ôté ce qui vous appartenait. Je vais vous servir car vous l'avez demandé et que jusqu'à présent vous avez épargné cette jeune fille. Mais je ne vois pas beaucoup de guerriers. Je ne vois pas beaucoup d'envahisseurs parmi ceux que vous avez massacrés aujourd'hui. Je vais vous ramener ce que vous voulez. Je regarde s'il y a une barque, quoi que ce soit au bord de l'eau, ou si vraiment il n'y a pas d'autre choix que d'y aller à la nage. Il y a effectivement une barque, celle-là même sûrement qui sert à rejoindre cette berge, ce monolithe. Elle est vieille, il y a une rame, et elle est vermoulue, mais elle est là. Je vais vers la barque et puis quand je suis devant, je m'arrête et je me retourne. Zabok, Sylvariel, compagnon, allez-vous continuer à compisser vos choches et à remâcher la honte de ne pas être intervenu? Ou allez-vous finir par m'accompagner? Je vois qu'ils se jettent des regards, mais ils ne réagissent pas. Zabok lève la main et interrompt leur mouvement. L'elfe, effectivement, allait entamer de te rejoindre à ce moment-là. La jeune fille va te rejoindre. Si tu es un chevalier, tu la protégeras coûte que coûte et mon trésor avec. Monte dans la barque. Il prend l'arbalète d'un de ses soldats et la pointe en direction de la jeune fille. Je pose un genou à terre devant la jeune fille et je lui mets mon épée. Tu vivras. Je me lève, je range l'épée, je monte dans la barque et je murmure juste pour moi, ou nous mourrons tous les deux. Elle tient l'épée, les yeux larmoyants, le visage couvert de boue. Elle la serre fermement. Elle monte avec toi, tremblante, et tu t'élances depuis la berge sur ce lac primordial. L'eau ne bouge pas.
Ta barque crée le seul filet, le seul mouvement qui vient rompre le calme de ce lac, alors que la tension est palpable sur les berges. Tu arrives effectivement à hauteur de ce monolithe, chargé d'or. Sur le chemin, je lui mettrai la main sous le menton en lui disant « Cette journée est placée sous le signe du sang et de la mort. Réjouissons-nous de chaque minute que nous lui arrachons. Nous sommes encore là, toi et moi. » Et j'essaie de la rassurer avec un sourire un peu triste. Tu ne sais pas si ça fait son effet, mais le fait est que ses yeux restent plongés dans les tiens. Des grands yeux gris clairs, innocents. Elle ne ôte pas le regard du tien comme si c'était pour elle le seul moyen de se raccrocher à quelque chose qui encore pouvait peut-être la sauver. Tu as devant toi toutes ces offrandes étalées là. J'attends mon trésor, chevalier. J'attrape le bouclier chargé d'or entre les mains et je le soulève. Effectivement, il est extrêmement lourd. Il est chargé de richesses amoncelées là, sûrement peut-être depuis des éons. En tout cas, tu remplis cette barque, objet par objet, pierre par pierre. Je ne remplirai pas tout. Hmm. Je surveille le filet d'eau. Le filet d'eau, je surveille le tonnage, si je puis dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mon Si jamais je vois que c'est cher. surchargé, je retournerai avec une partie en disant en partant, autant que la moitié ne tombe pas dans le lac, je ferai plusieurs allers-retours. Le capitaine Goro sur les berges, alors que tu t'apprêtes, effectivement, la jeune fille est dans la barque, tu charges d'or, et effectivement, le filant d'eau se rapproche du bord, et tu as l'intelligence d'arrêter avant que ce ne soit trop périlleux de faire le chemin dans l'autre sens. Alors que tu entames de pousser ta barque et de rejoindre la rive, le capitaine Zabok t'interpelle. Chevalier, c'est moi qui décide des risques que je veux prendre. Ce casque, je le veux. Mets-le sur la barque. Je mets le casque et je vérifie encore une fois la barque. Et ce bouclier, mets-le, je le veux. C'est quoi la distance entre la berge et le monolithe? Entre la berge et le monolithe, tu as à peu près 20 mètres. D'accord. Le lac primordial, alors pour info, parce que tu es arrivé ici et tu as appris un peu des choses sur ce village, le lac primordial est une particularité géographique assez surprenante. Sur les premiers mètres, il descend et ensuite il se retrouve être d'une profondeur assez inouïe, malgré la petitesse, si tu veux, de cet agencement-là géographique, puisque finalement 20 mètres, ça fait ni plus ni moins qu'un cercle d'une 50aine de mètres autour d'une pierre et d'un monolithe, mais pour autant la profondeur à cet endroit-là, tous le disent, est abyssale. Je vais juste mettre le casque, me diriger vers le bouclier et sembler attiré par un truc derrière. Je vais passer derrière le monolithe. Est-ce que je vois quoi que ce soit de particulier derrière le monolithe? Derrière le monolithe, non. Tu ne vois rien, si ce n'est effectivement là des écritures anciennes qui t'échappent complètement et qui marquent sûrement un objet là qui doit dater de siècles et de siècles avant toi. J'ajoute, je fais le tour, j'ajoute le bouclier. D'accord ? Tu ajoutes le bouclier, le casque. Effectivement, là, la barque se retrouve à fil d'eau. Et le capitaine Zabok vous demande de le rejoindre. Si nous montons dans cette barque, elle n'atteindra jamais la rive.
Et étant donné la profondeur du lac, vous perdrez tout cela à tout jamais. Contente-toi de faire ce que je te demande, chevalier. J'attends. Je prends la petite fille, je la fais descendre de la barque. Tu prends la petite fille, tu la fais descendre de la barque? Et je grimpe dans la barque. Non. Je veux que ces trésors me reviennent. C'est un mauvais choix. Ramène-moi cette barque, la petite fille avec et le trésor. Clairement, est-ce que tu veux faire J'attends, un jet ou quoi? chevalier. Si je grimpe dans la barque, on coule. Ah, c'est Tandax. Ok. Tu penses qu'il y a effectivement des chances que vous couliez, en tout cas que l'eau s'infiltre sur la barque, ça c'est... J'attrape la petite fille, je file derrière le monolithe et je vais m'adresser au capitaine. Connaissez-vous l'histoire de la poule aux œufs d'or? De ce capitaine trop gourmand qui perdit Oui. tout en refusant le compromis. Tu entends des rires du capitaine sur la berge. Ah, il me fait perdre mon temps, ce chevalier. Ma patience a des limites. Écuyer, reviens ici. Ou c'est elle qui y passera. Il attrape au hasard une des villageoises. Il a sa dague au niveau de la gorge. Je t'attends, chevalier. Nous n'avons pas toute la nuit. Et la journée moins encore. Je prends la petite fille et je vais en direction de la barque. Tu sais nager? Elle te fait un petit nom très timide de la tête. Je vais mettre la barque à l'eau. Et je vais revenir en ramant. Ok, et la petite fille? Elle est dans la Elle barque te suit. avec moi. Ok. Vous avancez en ramant. Et effectivement, ce que tu craignais se produit. Le filet d'eau monte et l'eau commence à s'infiltrer dans la barque. Il faut que tu prennes ce bouclier ou ce seau ou ce casque et que tu verses l'eau de l'autre côté, c'est tout. On a 20 mètres à faire. Et je vais essayer de ramer souple mais fort pour prendre un peu de vitesse. Elle prend le casque. J'évite les à-coups en fait. La petite fille prend le casque pour effectivement vider la barque. Elle comprend tout à fait quel doit être son office. La situation est stressante. Nous allons voir si elle panique. Je vais faire le jet devant toi. Bon, elle doit faire du plus 4, elle doit faire... Oui, donc... je vais lui... Ouais, moins 4. Moins 3. Moins 3. Moins 4, c'est beaucoup. Moins 3. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Bon, elle prend le casque, elle commence à vider l'eau et, prise par le stress, le casque tombe à l'eau. Alors, si tu veux bien, je le voyais venir gros comme une maison. Est-ce que j'ai le droit à un test de Dex ou quelque chose pour le rattraper? Oui, tout à fait. C'est une réussite critique, très bien. Donc, tu rattrapes de manière fort agile le casque avant que celui-ci ne soit absorbé dans les abysses, d'accord? Et in extremis, effectivement, tu arrives à le rattraper. Très bien. Ce n'est pas grave. Allez, souffle, on y est presque. Je vais ramer. Ok, au moment où On tu espère continues à ramer, t'as le capitaine, Goro. Ah, que c'est long, chevalier! À ce moment-là, Je reste concentré. on entend le son d'un corps. Les villageois immédiatement sont saisis et le capitaine Goro et surtout ses hommes semblent être pris de panique. Ce son, toi, tu ne le connais pas, mais les villageois semblent le connaître. Un carreau d'arbalète
part dans ta direction. Tu entends. Tu avais mis la petite avec le bouclier, hein, je crois. Oui. D'abord. Donc, à mon avis, elle sera protégée. Et c'est effectivement toi qui prends ce carreau d'arbalète en plein cœur. Tu bascules en arrière et tu sens l'eau glacée te remonter jusque dans l'échine. Tu vois la barque au-dessus de toi continuer à flotter sur l'eau et les fonds abyssaux qui t'aspirent. La surface et la lumière de cette dernière devient de plus en plus ténue. Les flots que tu aperçois commencent à disparaître et quelque chose de glacial t'envahit. Qu'est-ce que tu décides de faire? Tombant, Ouais, quand je prends le carreau, que je capte que Tout c'est à fait. foutu, juste regarder la petite et lui dire tout va aller, ça va tout à fait. Tu as fait ça. La petite, le regard, la dernière image que tu as, c'est cette petite avec ce grand bouclier devant elle, qui peut-être la protéger, à moins que le capitaine ne t'ait pris toi pour cible. En attendant, la dernière image que tu as, ce sont ces grands yeux gris clairs qui te fixent au moment où tu bascules et tu vois le ciel laiteux et l'eau glaciale heurter ton dos, te remonter jusque sur les épaules et finalement t'absorber dans les abysses. Tu coules de plus en plus. Tout devient noir autour de toi. Tu as l'impression de reprendre conscience, mais ton souffle est court. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que j'ai l'impression de pouvoir nager ou avec le poids de ma Là, cotte tu de te maille, ressaisis, le tu as l'impression carreau d'avoir dans le cœur. repris une espèce de souffle, Ouais. comme si tu te réveillais, tu sais, d'un cauchemar, avec cette aspiration d'un seul coup, ce souffle qui envahit tes poumons. Et lorsque tu essaies de respirer, par contre, ce n'est que de l'eau. Effectivement, tu es entouré d'une eau abyssale, noire. Tu ne sais plus où est le haut, où est le bas, et ton corps est glacé. Première chose, c'est que j'essaie de mettre la main à ma poitrine pour voir si le carreau est toujours là. Lorsque tu mets la main à ta poitrine, effectivement, tu sens ce bout de métal fiché, effectivement, dans ta poitrine. J'essaie de nager vers le haut. En nageant Que vers le haut, j'estime être le haut. tu aperçois un rayon de lumière blafarde qui apparaît sur une surface ondoyante. Tu continues, j'imagine, à nager vers cette direction. Tu es à bout de souffle. Lorsque tu émerges sous un ciel laiteux, là, la grève est de galets noirs. Elle est prolongée d'une étendue sans fin de sépultures derrière toi. Par endroits, tu aperçois d'étranges lueurs aux reflets de saphir qui s'élèvent dans les cieux. Et aussi loin que ton regard porte, ce n'est que cette grève de galets noirs et ce relief torturé. Ces falaises escarpées, cette roche acérée, menaçante. Sur les berges dont tu émerges, des silhouettes humanoïdes se tiennent là. Lorsque tu regardes derrière toi, une eau sépulcrale à perte de vue. Et devant toi, cette côte. Les silhouettes mornes et longilignes s'affairent. Elles se comportent telles des croque-morts et transportent des corps sans vie qui semblent être transportés par les vagues. Ils sont traînés par ces silhouettes. Au centre du rivage, un trône de pierre cyclopéen. Ses proportions sont gigantesques, on dirait une montagne, mais c'est bel et bien un trône taillé dans la pierre. Sur ce trône te contemple une créature recouverte de poussière. Elle est gigantesque et silencieuse, l'air sévère, et ne semble pas avoir bougé depuis des éons. Je me déplace vers la grève, déjà je m'extirpe de l'eau. Tu t'extirpes de l'eau et tu aperçois là des corps qui sont rejetés par les vagues sur les berges et ces silhouettes humanoïdes qui les attrapent et qui les portent. Elles semblent les amener en direction de cette terre nimbée de pâles rayons sur laquelle s'étendent des sépultures à perte de vue. Sans dire un mot, je vais les suivre et je vais me diriger vers ces
sépultures. En te dirigeant vers ces sépultures, ce que tu pensais être une gigantesque statue de pierre est revêtue d'un linceul noir, élimé, recouvrant sa tête telle une capuche, retombant sur ses épaules osseuses jusqu'à ses pieds squelettiques. Et sur son front, une antique couronne d'or, aux proportions gigantesques. Elle est hérissée de pointes et recouvre le haut du crâne de cette gigantesque créature. Son visage semble plongé dans une obscurité permanente, ne laissant apparaître qu'un menton osseux. À ses pieds, des amoncellements de trésors, des plateaux et des stèles débordant de richesses. Tu entends un grondement sinistre, comme si des pierres s'extirpaient de la montagne, comme si un roulement de tonnerre envahissait le ciel, comme si une montagne s'écroulait sur elle-même. La créature se lève. Est-ce que si je bouge là, j'attrape la flèche, est-ce que si je bouge légèrement, ça me fait mal? Et lorsque tu te baisses pour attraper les flèches, aucune trace de cette dernière, si ce n'est une cicatrice en forme de croix. Je suis nu? En fait, tu es recouvert de des vêtements que tu avais, mais aucune trace de blessure. Ah ok. Et je regarde cette silhouette monumentale Elle s'avance vers toi, et je vais juste se dire redresse. Sina. Ses pieds glissent sur les montagnes d'or, alors qu'elle descend de cet amoncellement. Elle avance à ta hauteur, et tu as toutes ces richesses qui glissent dans un grondement surpuissant. Elle désigne un plateau au milieu des autres. Lorsque tu le regardes, il t'est familier. C'est le bouclier? C'est le même plateau que celui qu'il y avait au village de Morden. Autour de lui, d'autres stèles se tiennent là, d'autres plateaux d'or, comme autant de lieux d'offrande, tout autour de cette créature, au pied du trône de pierre qui est le sien. Elle désigne ce plateau vide. Où est mon trésor ? Elle continue à s'avancer vers toi d'un pas déterminé. Le capitaine Goro s'en est emparé. Je pose un genou en terre. Ô Sina. Elle se baisse à ta hauteur. Ses proportions cyclopéennes se font maintenant plus nettes. Elle est effectivement gigantesque. Es-tu un dieu ? Je suis ce qu'il y a de plus éloigné d'un dieu, ô Sina. Mais vous, si je ne m'abuse, vous en êtes un. Tu pues l'honneur. Tu empestes. Où est mon trésor ? J'essaye de ravaler mon impatience, parce que ça commence à bien faire. Le capitaine Goro s'en est emparé. Capitaine Goro. Un drô qui prétendait que ses richesses lui appartenaient. Est-ce un dieu ? Si je n'en suis pas un, il en est encore moins un. Elle te renifle encore plus fort. Celle que tu recherches. Elle est à moi maintenant. Capitaine Goro me l'a donnée. Alors j'imagine que je suis à vous aussi, puisque le capitaine Goro m'a abattu d'une flèche. Il tourne sa tête sur le côté et tu vois remonter ces créatures longilignes. Elles tiennent dans leurs bras une petite silhouette que tu reconnais immédiatement.
Pourquoi l'as-tu emmenée avec toi? Elle était condamnée de toute façon. La créature se retire. Que veux-tu en échange de mon trésor? Qu'elle vive et qu'il meure. La créature semble te fixer un instant qui paraît être une éternité. Elle fait volte-face, s'en retourne à son trône. Son sceptre heurte le sol violemment. Et en panache sont projetées dans les airs pièces d'or et autres richesses et pierres précieuses, comme l'écume projetée par une vague qui heurte une falaise. L'âme du voleur contre celle de l'enfant. Les pierres retombent. Les pierres précieuses aussi. Retourne à la mer et ramène-moi l'âme de Goro. Je m'approche, je mets les 2 genoux à terre, je tire mon épée, je la mets à plat au milieu de ses richesses face à elle, je pose mon front dessus. Je n'avais plus de maître, j'en ai un à présent. Je suis Baudouin, serviteur de Sina. Et sur mon honneur puant, je vous donnerai son âme. Que Faites de cela moi- soit écrit et accompli. Faites de moi votre chevalier. Je n'étais encore qu'écuyer au moment où je suis mort. Pendant l'air, un sceptre aux proportions gigantesques est dressé vers les cieux. Il descend dans ta direction, telle une tour s'effondrant sur un soldat sur le champ de bataille. Je le Elle s'arrête regarde, net. je le regarde sans trembler, presque avec défi. J'en ai gros. Et le sceptre s'arrête effectivement à quelques centimètres de toi, propulsant l'air autour de lui, à tel point que tu manques de perdre l'équilibre. Chevalier de Sina, accomplis ta destinée. Apporte-moi vengeance. Tu as prêté allégeance, et je trouve ça fort intéressant. Tu te sens insuffler une sorte d'énergie nouvelle en toi, comme si quelque chose te pénétrait, une sorte de souffle nouveau. En termes de jeu, puisque maintenant tu as prêté allégeance à Sina, si tu combats quelqu'un et que tu as la certitude, en tout cas, que ce quelqu'un te ment, que c'est un menteur avéré, eh bien tu auras un bonus de plus 4 de plus 3 pour le combattre. T'avais dit plus 4. Ouais, je sais, mais je reviens dessus, c'est trop costaud. C'est le problème des trucs que t'inventes un peu à la volée, tu vois. Donc non, on va dire plus 3 chevalier de Sina. Si tu combats un menteur avéré. Ok. Mais ça, en fait, il faut que toi, tu le saches. Oui. Donc si tu as prouvé le mensonge de celui que tu combats, dans ses paroles, voilà, à ce moment-là, si tu combats cette personne, menteur invétéré, eh bien tu auras ce bonus. Je me relèverai, je brandirai mon épée vers le ciel et je dirai que je triomphe ou sois maudit. Je range mon épée et je me dirige vers le lac. En passant vers la petite fille qui est traînée, je ne la toucherai pas, je garderai 5 cm entre ma main et elle, mais je répéterai « tout ira bien ». Et je vais vers le lac. Très bien. Tu vas vers le lac, et même si ton instinct te guide
de ne pas aller et surtout de ne pas nager au plus profond, tu sais que c'est pourtant a priori le chemin à suivre. Alors que ton souffle se fait court et que tu manques de te noyer, tu te persuades de continuer à nager vers les profondeurs abyssales. Et il y a Et vraiment, je me effectivement, sens habité par une détermination nouvelle, tu vois. Il y a ah mais quelque je le chose de sens, je le très, sens. très déter. Je sens que tu es chevalier de Sina à la vie et à la mort, je le sens. Tu nages, et effectivement, en dépassant ta peur des abysses, une lumière blafarde commence à apparaître. Et lorsque tu continues cette progression, cette lumière blafarde laisse place à des flots éclairés d'une lumière palote. Et tu émerges, le souffle court, tu émerges effectivement du lac primordial. Autour de toi, tu aperçois des silhouettes sur le sol. Le lac primordial est gorgé d'une eau rouge et ses berges sont rougeoyantes du sang de ceux qui ont combattu. Autour, ce sont des corps mourants. Quelques pillards ont été emportés dans la révolte, mais ce sont surtout des corps de villageois que tu aperçois meurtris là, dont le sang se déverse sur le lac. Et d'ailleurs, sur la stèle, il y a une lumière ondoyante, rougeoyante à l'arrière, comme si tout ce sang avait nourri la pierre. Quand tu dis qu'ils sont mourants, est-ce qu'il y en a qui sont encore T'entends à quelques râles demi-conscients? d'agonie, effectivement. Je vais vers l'un d'eux. L'un d'eux se trouve être un des pillards. Il a la gorge tranchée, à son côté la silhouette d'un gnome, avec une dague plantée au niveau de la gorge. Je plonge mes yeux dans les siens. Où est Goro? Il a dû retourner sur nos terres. Sauve-moi. Sauve-moi, je t'en prie. Je vais te donner la bénédiction de Sina. Je tire ma miséricorde, je lui plante dans l'œil. Non. Pitié. Le silence refait place, juste les corbeaux. Je l'essuie sur ses vêtements et je la range dans son fourreau. Je regarde autour. Première chose, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à récupérer? Eh bien oui, autour tu vois effectivement d'autres armes que la tienne, qui étaient une épée on va dire de fortune. Après peut-être est-elle habitée de quelques significations pour toi. En tout cas, c'est à toi de me le dire. Mais des épées qui ont plus belle allure, celle de Pillard notamment, qui en termes de jeu ferait 1 des 8 de dommages au lieu du D6 qui est le tien. Après, ça dépend qu'est-ce que toi tu investis dans l'épée que tu portes. Ouais, il y a ça. Je vais quand même la... Ah là là. Parce que là, je vais être pragmatique, quoi. Mais en même temps, cette épée... j'avais pas... J'aurais dû lire avant épée de fortune, tu vois. Parce que du coup, dans ma tête, je lui avais donné un peu une valeur. Mais je viens de lire la épée de fortune. Mais qu'est-ce qu'elle signifie pour toi, cette épée? Bah là, maintenant, c'est cette épée-là que j'ai brandie face à Sina. Elle représente un peu mon... mon serment, donc elle est importante. Donc tu enlèves épée de fortune et tu écris épée de serment. 1 des 10 de dommages. Merci. Je dédaigne un peu les armes, je cherche surtout un cheval et du matériel vraiment pratique. Un grappin, de la corde, peut-être Tu trouves de la tente, corde. sac de couchage. Corde En 15 fait, mètres. vraiment, on va peut-être Ouais. pas faire tout le truc, tu vois, mais Tu vraiment, trouves je de cherche quoi un peu manger. du matos d'équipement, quoi. Ouais. Tu trouves ça. Effectivement, en explorant le village, tu trouves facilement ce dont tu as besoin. Un cheval, surtout qu'en tant qu'écuyer, tu as l'œil et tu effectivement identifies un des chevaux qui semble être les plus solides.
Et tu en trouves un en bonne forme. Tu trouves de quoi manger, viande séchée, et tu trouves effectivement des nécessaires pour pouvoir évoluer, faire voyage. Donc de quoi boire, de quoi manger, une corde. J'imagine bien, on voit ce personnage, tu sais, en train de regarder autour de lui. Je me sens hyper mal poli, hein. Tu m'as dit de le faire, je te coupe la parole, je suis navré. Ah Hein, ben mais, vas-y. Ah, je t'ai dit de le euh, faire. mais je vois bien ce truc, tu vois, on voit le personnage qui regarde autour de lui, qui va récupérer ces choses-là, et peut-être au dernier moment, il va marcher sur un arc et peut-être l'abîmer, vraiment le dédaignant complètement pour aller récupérer une outre, l'ouvrir et sentir si c'est du vin, si c'est de l'eau. Eh bien, tu marches sur un arc que tu casses, et cet arc est celui d'un homme qui t'avait accompagné, Silvariel. Il a le corps transpercé de part en part, mais autour de lui, des silhouettes de pillards s'amoncellent. Ils ont des flèches dans la gorge, dans la poitrine, dans le dos. Il en a emporté de nombreux avant de succomber. Je suis tenté un instant de récupérer un souvenir, Eh bien, l'outre mais, que tu prends contient un mais ils ne se liquide. sont pas bougés. Alors je me ravise, mon cœur se raffermit encore un peu et je trace. L'outre que tu as pris était l'outre de Silvariel. Lorsque tu as humecté, tu as senti une odeur que tu ne connaissais pas, ni de l'eau, ni de l'alcool. Une odeur un peu boisée. Je la garde. Ok. Je la garde. Et je vais chercher autour de moi, plutôt dans les maisons, si je trouve du matériel de couture. Tu trouves. Dans Très les bien. maisons, effectivement, tu fouilles les maisons une à une. Les villageois n'y étaient plus puisqu'ils tous avaient été rassemblés au lac primordial. Tu entends, cela dit, dans une des maisons, une petite voix chevrotante. Quelque chose semble trembler dans le noir. Ils sont partis désormais. Il n'y a plus que moi. L'éclat d'une lame surgit. Une silhouette est assise. Tu aperçois juste les pieds qui dépassent dans la lumière que laisse passer la fenêtre de cette hutte, des pieds osseux d'une vieille personne, et l'éclat de cette lame. Une vieille personne sûrement assise là. Le souffle court et la voix chevrotante. Sors de ma maison! Rangez cette lame, vous allez vous blesser. Il n'y a plus que nous désormais. Je rentre. Voyant que tu n'es pas un pillard, elle finit par lâcher cette lame et se jette à tes pieds, larmoyante. Ils ont tout emporté. Ils ont tout tué, tout le monde. Je lui prends le menton, je plonge mes yeux dans les siens, j'attends un peu qu'elle se calme. Je n'ai rien d'autre à vous offrir que la vengeance. C'est déjà bien. C'est bien assez. Emporte-les, jeune garçon. Emporte-les à un, comme ils ont pris mon fils. Asseyez-vous. Je vais partager un peu de ration que j'ai trouvé avec cette personne. J'ai besoin de draps noirs et de fil blanc. Elle te ramène ça alors que tu partages avec elle quelques repas. Et dans le silence, avec toi. Pendant qu'elle mange, je lui ai donné une ration plus grande que moi. J'aurais enlevé mon tabard et je l'aurais jeté dans le coin. Je vais découper au ciseau rapidement un nouveau tabard noir. Je veux dire, c'est une bande de tissu avec un trou au niveau de la tête. Hein. Donc, oh, très bien. Donc, tabard noir. Ok. Et je vais coudre le contour d'un bouclier. Ouais. Et broder de façon stylisée et simpliste le sceptre de Sina au milieu. Eh bien, tu es secondé par cette vieille dame qui se trouve être couturière. Et c'est effectivement ce qu'elle t'aide à réaliser. Je suis chevalier de Sina
Et j'ai juré que le capitaine Goro mourrait par ma lame. Elle place la main sur ton front et semble prononcer une prière dans une langue que tu ne connais pas. En tout cas, elle semble te donner ferveur. Je la salue. On est la nuit. Tout à fait. Je dors pour reprendre des forces. Et à l'aube, j'attrape mon cheval et je pars. Ok. À l'aube, tu attrapes ton cheval et tu pars. Tu sais qu'ils sont a priori venus par la mer. Ils avaient l'air de pillards. Que décides-tu de faire? Dans quelle direction? Est-ce que tu t'enfonces dans les forêts primordiales, vers les berges du fjord? Vers les berges du fjord, en direction de... Je vais essayer de retrouver des traces d'embarcations, de navires. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas pu partir. Voilà, je vais chercher ça. Eh bien, tu trouves effectivement traces de navires sur ces berges-là, notamment un des dracars qui semble avoir été victime des récifs escarpés en ces endroits. Il est là, fendu, oublié, abandonné par les assaillants. Je grimpe dedans. Tu grimpes à l'intérieur, sa voile est en partie brûlée. Sûrement que les pêcheurs ont essayé, dans un sursaut, de l'empêcher de venir, de rejoindre les berges. Mais pour autant, tu devines un symbole, une sorte de demi-disque noir, 3 bandes noires en dessous de ces demi-disques. Qui correspondrait au tatouage que j'ai vu sur le... Et effectivement, tu as observé sur les pillards que nombreux avaient ce tatouage-là. Certains avaient un trait noir, d'autres 2. Le seul qui en avait 3, dans tes souvenirs, c'était le capitaine Goro. Et c'était effectivement ce symbole que tu retrouves. Est-ce que le navire me semble suffisant pour prendre l'eau ou pas? Non, il faudrait le réparer. Est-ce qu'il n'y aurait pas un esquif plus, genre une grande barque ou un truc un peu plus... Oui, tu en trouves un qui peut être manœuvré par un petit équipage, 2 ou 3 hommes. Mais qu'en sera-t-il de la fragilité de cet esquif dans les hautes mers? Tu n'en sais rien. En tout cas, il sera plus facile à manœuvrer. Je vais prendre ça. Ok. Dans le navire, en fouillant, tu auras trouvé quelques pierres d'onyx. D'accord. Elles ont une valeur, une vertu particulière ou... Tu n'en sais rien. Tu sais juste qu'elles sont contenues dans une bourse. Je la mets à ma ceinture. Une petite bourse avec des pierres d'onyx noires. Après, tu trouves d'autres choses. N'hésite pas à être force de proposition, Olivier. Scénario très ouvert. Tu peux même apporter de la narration. Tu y trouveras des choses très classiques qu'on trouve dans les bateaux. Donc, de quoi boire, de quoi manger, des cordages et toute autre chose de ce genre-là. Mais en tout cas, tu trouves effectivement ces pierres d'onyx-là. Avec les cordages, je vais peut-être essayer de trouver une technique pour bloquer le gouvernail de façon à pallier au maximum le manque d'hommes. Très bien. Alors, fais-moi un jet d'intelligence. Alors, tu vois, maintenant, on va considérer le bonus, donc le modificateur. D'accord ? Oui. Donc, tu dois réussir ton jet d'intelligence et, étant donné que c'est pas ta compétence, non, on va dire jet simple. Intelligence 12, c'est-à-dire je t'accorde ni bonus ni malus. Si tu réussis ce jet d'intelligence, ça veut dire que tu auras réussi effectivement à faciliter ta navigation. 12. 12 ? Ah ben, parfait. Donc, tu vas pouvoir faire un jet de navigation et là où normalement il faudrait 2 hommes pour pouvoir bien orienter ce navire sans malus, eh bien tout seul, avec ton petit stratagème, tu arriveras à diriger cette embarcation. Tu veux un jet de quoi ? Ah ben, on va se faire jet navigation, tu décides de faire quoi ? Quel est ton objectif ? Mon objectif, c'est d'essayer de remonter le fjord D'accord. à la recherche de traces, en fait. Ouais. Ok, très bien. Donc effectivement, le défilé est assez évident. Ils n'ont pas pu venir d'autre endroit que par celui-ci s'ils sont venus par bateau. Donc remonter le fjord semble être tout indiqué. Eh bien, tu vas faire ton jet de navigation avec plus 2. Et là encore, ça va être plus de l'intelligence que de la dextérité. Ouh là là.
Ça fait 5. 5, ce n'est pas suffisant. Donc, effectivement, tu progresses avec ce navire, mais à un moment donné de ton voyage, alors que tu as navigué pendant 4 ou 5 bonnes heures, eh bien, cette embarcation heurte un haut récif et elle prend l'eau. Je vais la laisser dériver parce que je vais m'occuper d'écoper dans l'espoir d'atteindre la berge la plus proche. Fais-moi un jet de force. Et si tu réussis, tu atteindras la berge, effectivement. Oh là là, mais quel cata. 2 et 2, 4. 4, oh là là. Eh bien non, le navire coule alors que tu n'as pas rejoint la berge. Il va te falloir te départir d'un de tes équipements. C'est toi qui choisis. Je vais perdre mon bouclier. Très bien. Donc tu barres le bouclier. Sachant que le bouclier, je ne l'avais pas ajouté dans ta CA, d'accord? Donc ta CA est toujours à 14. Pour information. Tu rejoins les berges. Là, un chemin caillouteux, mais sûrement largement emprunté, se dessine le long de cette berge-là. Il doit s'agir sûrement d'un chemin emprunté, en tout cas assez régulièrement, puisqu'on y voit des traces de chariots et même le fer des chevaux qui a marqué certaines des pierres. Je remonte ce sentier. Déterminé. En remontant trempé, ce sentier, gelé. exactement, tu es trempé, gelé jusqu'à l'os, et tu te dis que cette nuit, il serait bon de trouver un endroit où te reposer, si tu ne veux pas t'exposer à quelques sueurs en tout cas. Et des lueurs orangées se dessinent à l'horizon. Tu entends même la clameur d'une musique et des éclats de voix. Là, sur pilotis, se dessine aux abords du fjord la silhouette d'une sorte de petit regroupement de bicoques, là, amoncelées en bois, construites de manière peu esthétique, mais en tout cas assez efficace. Elle s'avance sur la mer. Il semblerait que tu sois tombé sur une espèce de petit port modeste, construit de briques et de brocs. Derrière, une petite crique se dessine. Le site est très modeste. Là, des embarcations, des transporteurs sont là, des marchands essentiellement, qui semblent décharger des navires plus costauds que le tien et amonceler là caisses et autres sacs en toile de jute remplis de sûrement quelques denrées à négocier. Et des petites maisons de ci, de là, apparemment un grand baleinier, un bâtiment de pêche, d'ailleurs, sur lequel est pendu par la queue un énorme poisson qui est là pendant un autre établissement dans lequel on extrait sûrement l'huile des baleines, la graisse des baleines en tout cas, et un établissement beaucoup plus bruyant qui doit regrouper sûrement ceux qui, à la faveur de la nuit, veulent se détendre ou en tout cas trouver lit. Ce sera ma destination. Ok. Ce port-là est éclairé par des algues luminescentes qui flottent dans des conteneurs en verre. Un entrepôt, une taverne, une auberge, le sou d'argent. Apparemment, cet établissement fait aussi office de capitainerie. Il y a un atelier là aussi. Et des filets sont en réparation, d'ailleurs. Des voiles aussi. Je me rapproche. Il y a du monde, du coup, qui est assemblé. Ouais, les gens te regardent parce que tu es trempé de pied en cap et tu n'as pas l'air d'être protégé pour la pluie. Ils te prennent sûrement pour un R qui n'a pas été prudent et se demandent sûrement où tu as perdu ta marchandise. En tout cas, qu'est-ce que tu fais là? Seul. C'est des humains? Oui, essentiellement des humains. T'as un nain ou deux qui traînent par-ci par-là, mais... Je me doute que c'est...
que ces lieux sont habités par des gens qui ont beaucoup navigué. Où se trouvent les drôles? Je cherche le capitaine Goro. À ce moment-là, l'homme qui répare les filets lève un œil vers toi. C'est un vieil homme. Il est assis sur un petit tabouret avec de grandes aiguilles là et de grands instruments. Il répare des filets, sûrement nuit et jour. Le capitaine Goro, ce nom ne me dit rien. Mais peut-être trouveras-tu davantage d'informations à l'intérieur du sou d'argent. Ne reste pas d'heure comme cela, tu vas te tremper les os, d'autant que la pluie s'annonce ce soir. Mais, des drôles, dis-tu? C'est ce nom qu'il a donné pour se présenter ou présenter son peuple. Le capitaine Goro, cela me dit rien, mais par contre, des drôles, j'en ai vu 2. Et ce symbole, un demi-cercle, avec trois bandes, est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, il te montre une voile qu'il est en train de réparer. Et vous la réparez pour qui? Pour les 2 drôles qui sont à l'intérieur du sou d'argent, mon bonhomme. Des marchands. Ils se sont égarés. Merci pour le tuyau. J'ai des pièces. Oui, tout à fait. Je lui donne. Tu en as récupéré au village. Tu as 8 pièces. Bah, je vais lui donner une pièce. Merci, jeune homme. Merci à vous. À l'intérieur de l'établissement du sou d'argent, la musique va bon train. Des éclats de voix. Ça parie, ça joue, ça chante. Là, des servantes vont de table en table à l'extérieur. Et si tu n'es pas très loin, tu verras d'ailleurs un soulard balancé à l'extérieur de l'établissement, roulant dans la boue. Il se relève. Je l'évite. Titubant. Et je me dirige dans le sou d'argent. Et dans l'entrée, je toise comme ça à la recherche de mes 2 hommes. Tu toises dans l'entrée à la recherche de tes 2 hommes, rien. Là, sous le porche, des marins, coupe-jarrets et autres marchands jouent ensemble à des jeux d'argent. Certains se racontent sûrement des histoires ou se donnent des plans. Une petite musique, un barde au fond, relativement peu doué, joue d'une espèce de mandoline, entonnant des chants marins. Et lorsque tu pénètres à l'intérieur de l'établissement, en balayant le regard, tu y vois ici des marchands et autres badauds qui sont rassemblés là. Des marins aussi. Quelques-uns sont là pour se détendre, certains ont bien avancé dans l'alcool. Une servante est assise sur les genoux d'un solide gaillard qui semble gonflé d'alcool. Et cette servante leur amène bière sur bière, récupérant sûrement aussi quelques pièces d'or au passage. Et tu vois à son regard qu'elle est claire dans le jeu qu'elle mène. alors que le groggy costaud, lui, assis, pense avoir séduit la donzelle. D'autres font des jeux d'argent. Et sur le fond, tu aperçois effectivement un drôle. Il est en train de faire un bras de fer avec d'autres villageois, enfin d'autres marins dans le fond. Je m'approche de lui. Tu t'approches de lui et effectivement les éclats de voix se font sentir. Il semblerait qu'il est battu à plate couture déjà 2 des marins les plus costauds. Il continue, les paris continuent à se faire et lui a amoncelé quelques pièces d'or là sur le côté. En face de lui. Ok. Tu t'assois en face de lui. Il sourit. Il a les joues bien roses. Effectivement, on peut le voir. Il a bien picolé. Tu poses 2 pièces, il regarde de droite et de gauche, ne considérant même pas ses adversaires. Il a sûrement fait tomber les marins un à un. Il place son coude, avance sa main dans ta direction pour te saisir le poignet, et c'est au dernier moment qu'il pose son regard sur toi. Et au moment où son regard se pose, il semble
que l'air de la fête et la rosée qu'il avait aux joues disparaissent comme s'il dessoulait immédiatement. J'en profite Ok. pour essayer de le battre.